Bonjour mes élèves. Alors cette séance, Inch'Allah, ça sera une révision, une première séance, un premier cours concernant la révision. C'est une révision, attention, ce n'est pas un cours tel qu'il est préparé en classe, mais c'est un cours qui se concentre surtout sur les informations. Alors, le premier module concernant le programme du baccalauréat de deuxième sciences physiques que j'ai ciblé, c'est un module qui traite le titre officiel de ce module, c'est consommation de la matière organique et flux d'énergie. Alors d'abord, j'aimerais bien critiquer ce titre. Comme je vous ai dit la dernière fois, le titre doit comporter les grands problèmes que l'élève doit suivre et doit résoudre à partir de l'analyse de certains documents. Alors ce titre, il est complètement à part, il ne comporte pas les idées essentielles. Alors je vais justifier pourquoi on doit changer ce titre par un titre qui est très indicateur. Alors quand on dit consommation, quand je parle de consommation, alors il y a un problème. Alors un problème qui s'effectue, où s'effectue consommation, où s'effectue cette consommation. Alors une question, est-ce que vous êtes capable de me répondre où exactement s'effectue cette consommation? À vous de réfléchir et après on va préciser où exactement s'effectue cette consommation de la matière organique. Deuxièmement, la matière organique, c'est un terme qui est très vague. Il y a plusieurs types de matière organique. On doit savoir quels sont plus précisément ces types de matière organique, les types en question qui sont consommés. Alors, quelles sont la même chose? Est-ce que vous connaissez la matière organique exacte qui est consommée concernant ce module? On va les voir après. Troisième problème, c'est un problème du type de consommation. Alors, il y a en général deux types de consommation. Le deuxième type de consommation, ça a été éliminé du programme il y a très longtemps. Il ne reste qu'un seul type qu'on va détailler après. Donc, on doit savoir quel est le type de consommation de la matière organique qui fait partie du programme. Alors, quatrième problème, c'est le flux d'énergie. Le flux d'énergie, c'est un terme qui est très vague. Alors, qu'est-ce que je dois savoir concernant ce flux? Qu'est-ce qu'un flux? Exact, qu'est-ce que ça veut dire un flux? Deuxièmement, quelle est la source d'énergie qui subit un flux? Donc, l'énergie provient d'une source. Alors, quelle est cette source? Et comment est subi ce flux? Troisièmement, comment s'effectue ce flux d'énergie? Comment s'effectue, bien sûr, concernant jusqu'à ce qu'il puisse atteindre la molécule qui est la plus importante dans ce module. Alors, en ce qui concerne les 4 questions que j'ai posées, qui constituent les 4 problèmes posés concernant le titre officiel, que je vais changer par un autre titre qui est plus indicateur. Alors, la première question, c'est où s'effectue la consommation de la matière organique? Cette matière, elle s'effectue dans la cellule. Donc, cette consommation, c'est un phénomène qui est intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule. Quelles sont les matières organiques consommées? Vous savez que la matière organique peut être complexe, comme elle peut être très simple. Or, les matières organiques consommées sont les matières organiques simples, simplifiées, soit simplifiées par digestion, soit qui sont obtenues qui sont extraites de la nature, qui étaient au départ simplifiées. Alors, les matières organiques simplifiées sont de 3 types. Les sucres simples qui résultent en général de sucres complexes tels que l'amidon et le glycogène, qui sont les formes de stockage des sucres. Alors, les sucres simples sont le glucose et le fructose qui ont la même composition générale, mais qui diffèrent suivant la composition étalée. Alors, il y a les acides gras qui proviennent des lipides, qui sont des lipides complexes. Alors ensuite, les acides aminés qui proviennent des protéines, qui sont des protéines complexes. Alors, les 3 matières organiques qui sont concernées par cette consommation, c'est les sucres simples, glucose, fructose essentiellement, les acides gras et les acides aminés. Quel type de consommation de matière organique simple? La cellule, comment elle va consommer cette matière organique? Alors, il y a 2 types de consommation. Soit une consommation de la matière telle qu'elle est, elle ne subit aucune dégradation, aucune décomposition, elle est prise telle qu'elle est, et elle va être utilisée pour construire la matière vivante. Or, cette partie-là, elle ne fait plus partie du programme. Il ne reste qu'un seul type de consommation, c'est la consommation par décomposition, soit totale, soit partielle. Alors, en ce qui concerne le flux d'énergie,
Alors d'abord, le flux, c'est un déplacement, c'est une migration. Flux d'énergie, c'est un déplacement de l'énergie d'un niveau à un autre. Alors on doit savoir que la seule source d'énergie dans la nature, c'est le soleil. Et on va voir comment cette énergie solaire va être transmise, va subir ce qu'on appelle un flux, un déplacement d'un niveau à un autre. Alors bien sûr, la source d'énergie qui subit un flux, c'est le soleil. Alors comment s'effectue ce flux d'énergie? Alors, vous avez un flux, c'est-à-dire un déplacement, donc d'un niveau à un autre. Alors, 3 niveaux de déplacement, c'est le soleil, les végétaux chlorophylliens ou les cellules. Alors, premièrement, le soleil produit l'énergie. On ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas préciser comment le soleil produit l'énergie. Alors, cette énergie produite, elle est dite énergie solaire. Alors, cette énergie solaire, elle est captée par les végétaux chlorophylliens. Alors, que font les végétaux chlorophylliens? Ils réalisent ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire la production de la matière organique, suivant cette réaction générale qui est 6CO2 plus 6H2O, plus le chlorophylle qui intervient pour capter les rayons lumineux, pour fixer une partie de l'énergie lumineuse dans la matière organique produite, avec un dégagement, bien sûr, d'oxygène. Bien sûr, il y a intervention de plusieurs enzymes au cours de cette photosynthèse. Donc, entre le soleil et les végétaux chlorophylliens, il y a un passage d'énergie solaire. Elle passe du soleil vers la matière organique produite. Donc, il s'agit ici d'un flux d'énergie du soleil vers la matière organique, un passage d'énergie du soleil vers la matière organique. Donc, la matière organique stocke une énergie. Elle est appelée une énergie organique. C'est une matière qui peut, en se décomposant, libère une énergie organique. À quoi sert-elle? C'est ce qu'on va voir après. Alors, cette matière organique produite par photosynthèse par les végétaux chlorophylliens, alors, produit une énergie organique, sauf que pour libérer cette énergie organique, il faut décomposer la matière organique. Cette décomposition s'effectue par les deux phénomènes, les deux métabolismes cellulaires, qui sont la respiration cellulaire ou la fermentation cellulaire, qui aboutit à la formation de l'élément chimique qui nous intéresse le plus, dont on parle beaucoup, c'est la molécule d'ATP, qui constitue ce qu'on appelle une énergie cellulaire. L'énergie cellulaire, elle est extraite, bien sûr, de la molécule d'ATP. Donc, vous voyez que le flux d'énergie entre la matière organique et l'ATP s'effectue grâce à la respiration et la fermentation. Donc, ce sont deux phénomènes qui permettent le passage d'énergie qui était stockée dans la matière organique vers l'ATP. En fin de compte, l'énergie qui est fixée, intégrée dans l'ATP, c'était auparavant une énergie solaire. Une partie de cette énergie solaire, elle va être fixée dans la matière organique par photosynthèse. Cette matière organique elle-même va être décomposée pour permettre un passage, un flux d'énergie de la matière organique vers l'ATP, après, bien sûr, respiration et fermentation. Alors, cette vidéo, s'il vous plaît, c'est une vidéo qui va traiter, donc, qui va justifier pourquoi je vais changer de titre. Alors, voilà en ce qui concerne les 4 problèmes posés. Alors, maintenant, je vais vous exposer, je vais vous donner le titre qui doit remplacer le titre qu'on avait au départ, c'est-à-dire la consommation de la matière énergique et le flux d'énergie. Consommation, récapitulons. Consommation doit être remplacée par une décomposition, parce qu'il y a 2 types de consommation. Un type de consommation qui ne fait pas plus partie du programme, donc la consommation par décomposition, ou dans la cellule, bien sûr, de quoi? De la matière organique simple, essentiellement par priorité glucose. Donc, j'aimerais bien que le titre soit comme ça. Alors, décomposition dans la cellule de la matière organique simple, essentiellement le glucose, pour produire, bien sûr, en fin de compte, l'ATP qui constitue l'énergie cellulaire. Voilà la première partie du titre. Bien sûr, cet ATP qui est produit contient de l'énergie, qui est le carburant cellulaire. Il va servir, bien sûr, à fournir l'énergie nécessaire pour toute activité cellulaire. Alors, il y a plusieurs activités cellulaires, sauf que dans le programme, on est obligé de vous enseigner un exemple, un type de consommation de l'ATP, une seule activité cellulaire consommatrice de l'ATP. Il s'agit bien sûr de la consommation de l'ATP au cours de l'activité du muscle strié squelettique. Donc le titre serait, je préfère que le titre soit comme ça. Alors, décomposition de la matière organique simplifiée
entre parenthèses glucose, qui est l'exemple pris en général, dans la cellule pour produire de l'ATP. Et un exemple de consommation, et on va prendre l'activité musculaire squelettique comme exemple de consommation de la molécule d'ATP. Donc le titre que j'ai choisi pour ce module, au lieu de l'utilisation ou consommation de la matière organique et fluide d'énergie, je l'ai remplacé par une décomposition de la matière organique simple. Glucose comme exemple, nous prenons comme exemple le glucose qui est le plus préféré par l'organisme. Alors pour produire l'ATP et activité musculaire squelettique prise comme exemple d'activité cellulaire qui le consomme. Alors ce grand problème est subdivisé en trois parties, trois sous-problèmes. Alors d'abord, on se pose la question, c'est quoi l'ATP? C'est quoi sa composition chimique? C'est quoi sa réaction de décomposition pour produire l'énergie? Je rappelle que l'ATP, ce n'est pas une énergie, mais c'est une molécule qui contient de l'énergie. Alors, quelle est sa réaction de synthèse? Comment il est restitué pour qu'il puisse produire de l'énergie pour l'activité cellulaire? Alors, autre partie, donc les deux parties les plus importantes après avoir connu ce que c'est que l'ATP, comment il est synthétisé, comment il est décomposé. Un des éléments essentiels de ce module, c'est d'abord la synthèse d'ATP qui s'effectue par respiration cellulaire et fermentation cellulaire. Qu'est-ce que je dois connaître concernant la respiration? Je dois connaître les étapes, je dois être capable de décrire comment s'effectue la respiration cellulaire, ces étapes dans la cellule, quelle est sa réaction globale, quel est son bilan énergétique. La même chose, les mêmes questions pour la fermentation cellulaire. Bien sûr, après avoir répondu à toutes ces questions avec une grande précision, il faudrait faire une comparaison entre la respiration et la fermentation. Qui dit comparaison, c'est-à-dire trouver les caractères communs et les caractères différentiels. Il faut avoir étudié tout ce qui concerne les mécanismes de formation d'ATP. On passe à l'activité du muscle squelettique comme l'exemple d'activité qui consomme cet ATP. Alors, cette partie 2, moi, personnellement, je la subdivise en 4 sous-problèmes. Le problème soulevé, c'est quelle est la structure du muscle strié squelettique. Cette structure va de l'œil à l'œil nu jusqu'à la structure moléculaire. Alors, pourquoi on passe d'un niveau d'observation à un autre? Parce que le moyen qui existait auparavant, avant la découverte du microscope optique électronique et des moyens qui permettent de voir et de concevoir les molécules qui interviennent, c'était uniquement l'œil nu. Autrefois, on expliquait tout d'après ce qu'on observe à l'œil nu. Mais cette explication était très, très insuffisante. Donc, on va étudier la structure à l'œil nu et on doit interpréter l'activité musculaire en comparant l'état du muscle à l'œil nu dans les deux états de contraction et de relâchement. Cette interprétation, bien sûr, ne peut pas donner une réponse très précise. C'est pour cela qu'on va poser un problème. Quel est un problème qui va être résolu qu'après avoir utilisé le microscope optique? La même chose, on compare le muscle en activité, c'est-à-dire à l'état de contraction et de relâchement, à observer bien sûr au microscope optique. Et cette comparaison nous permettra de savoir comment on passe de l'état de contraction à l'état de relâchement ou dans le sens inverse, d'un état de relâchement à un état de contraction. C'est la comparaison qui va me permettre d'établir ces conclusions ou bien ces interprétations. Alors la même chose, le microscope optique ne vous donnera pas avec une grande précision la réponse. Alors on est obligé de passer au microscope électronique. Alors observation, la même chose à l'état de contraction et relâchement au microscope électronique. Cette observation au microscope électronique s'appelle ce qu'on appelle une ultrastructure. L'ultrastructure elle-même ne va pas me donner une explication très précise. C'est pour cela que je vais passer à un dernier niveau, le niveau le plus précis, c'est la structure moléculaire. Et c'est la seule structure qui va m'interpréter avec une très grande précision comment s'effectue l'activité musculaire, contraction et relâchement. Alors, après avoir interprété ou établi une interprétation moléculaire de l'activité musculaire, contraction, relâchement, je dois passer à un troisième petit problème, ce sont les voies qui permettent la régénérescence ou la reformation, la reconstruction de l'ATP. Alors, il y a 2 voies, à savoir les voies anaérobiques rapides, une seule voie qui est aérobique, qui est lente.
Alors, la dernière partie des problèmes que je traite, c'est l'activité, sont les deux activités mécaniques et thermiques des muscles striés. On va étudier l'activité mécanique, comment on registre, comment on interprète cette activité, etc. Puis on passera à l'activité thermique, activité thermique et chimique. L'activité thermique, je vous rappelle, l'activité thermique, c'est l'augmentation de la température. Le muscle en activité fait varier sa température. Au cours de la contraction-relâchement, il y a un dégagement de la chaleur qui fait augmenter sa température. Bien sûr, qui dit chaleur, qui dit activité thermique, donc qui dit réaction chimique. Donc la réaction chimique ont une relation avec l'activité thermique. On va essayer d'établir donc une relation entre l'activité mécanique, l'activité thermique et l'activité chimique. Alors voilà, donc cette vidéo, je vais mettre fin à cette vidéo. Vous voyez que cette vidéo n'a pas encore abordé le vif du sujet. C'est une vidéo qui soulève des problèmes concernant le titre, l'ancien titre imposé par le ministère ou bien le titre des manuels scolaires. Je vous ai justifié pourquoi je dois changer ce titre afin que je puisse trouver dans le titre les grands problèmes. Ensuite, comme je vous ai dit toujours que ce cours n'est pas un cours de classe, mais c'est un cours à distance via YouTube. Donc ça ne peut pas substituer un cours de classe, mais quand même ça apporte surtout des informations de connaissances et ça vous donne un schéma global qui vous permet de réviser votre cours. Alors sachez que ce schéma englobe le 1/4 du programme, c'est-à-dire 5 points sur 20. Alors, si vous voulez réviser cette partie-là, il faudrait tenir en considération les questions qui sont posées ici, les différentes idées qui sont posées ici, et à vous de savoir est-ce que vous êtes capable de répondre à toutes les questions posées ici. Alors, je vous souhaite bonne chance. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans laquelle je vais aborder je vais d'abord expliquer ce que c'est que l'ATP, je vais expliquer tout ce qui concerne l'ATP et je vais me concentrer surtout sur la synthèse d'ATP par respiration cellulaire. On va essayer de décrire cette respiration, ce phénomène. Et puis ensuite, on va essayer d'établir sa réaction globale, son bilan énergétique. Et si le temps le permet, je pourrais même parler de la fermentation. On pourra même passer à la comparaison si le temps le permet. Alors, bonne chance, à la prochaine, Inch'Allah.